petit Pierre, à Jules Bailly. C'étaient vraiment des gens heureux. Ils étaient trois. Le père, adroit maçon parmi les plus adroits. La mère, brave femme à peu près du même âge, qui travaillait en ville et soignait son ménage. Enfin, pour compléter ce duo intérieur, un garçon, un unique enfant frais et rieur, que la famille avait appelé Petit Pierre. Leur maisonnette, avec un haut trottoir de pierre, s'élevait dans le fond d'un faubourg populeux. La cuisine, aux murs blancs bordés de filets bleus, avait la propreté des fermes de Hollande. Un sable fin, pareil à celui d'une lande, recouvrait les carreaux de dessins arrondis. Le feu, pour le dîner, flambait tous les midis. Et sur la cheminée, où luisait la vaisselle, les plats d'étain, frappés d'une rouge étincelle, ressemblaient à distance à des soleils couchants. Mais ce qui ranimait la lumière et les chants de ce foyer tout plein de gaieté journalière, c'est l'oiseau qu'enfermait cette étroite volière. C'est le petit garçon, frais comme un chérubin, qui donnait son sourire en paiement de son pain. Il était déjà presque à sa 9e année. Il fréquentait l'école, et chaque matinée, de peur d'être en retard, partant beaucoup trop tôt, on le voyait passer en petit paletot, répétant sa leçon à mi-voix sur la place, et tenant sous son bras, tout fier d'aller en classe, ses cahiers maintenus dans 2 planches de bois. L'enfant étudiait comme un fils de bourgeois. Il savait déjà lire, il savait même écrire, et son maître faisait un amical sourire en voyant ses devoirs toujours bien expliqués. C'est lui qui répétait les calculs compliqués sur les grands tableaux noirs pendus à la muraille, et tous les écoliers, sans avoir l'air qui raille, les coudes sur le banc, recueillaient ses leçons. Le soir, il revenait, le cœur plein de chansons, mettait une autre blouse et mangeait quelques tranches de pain blanc en cherchant sur chacune des planches le petit plat friand gardé pour son retour. Puis, après les devoirs, les jeux avaient leur tour. Il oublia leur concours, chiffres, grammaire, courait avec son chien, sortait avec sa mère, souriait aux enfants tapageurs du faubourg qui jouaient aux soldats, précédés d'un tambour, empêchait les garçons et les petites filles de gêner ses amis qui s'amusaient au billes, jusqu'à l'heure où la nuit noircissant l'horizon, lassés, les fit rentrer chacun dans leur maison. Lorsqu'ils avaient soupe dans la cuisine basse, Petit Pierre prenait un livre de la classe et, feuilletant la table afin de faire un choix, lisait une touchante histoire à haute voix. Les parents rayonnaient. Ils respiraient à peine. Ils n'osaient pas bouger, craignant de faire peine au lecteur susceptible assis au milieu d'eux. Quand l'enfant terminait, il disait à tous deux: « Pourquoi ne pas venir, vous autres, à l'école? Moi, je veux vous apprendre à lire. » Une auréole descendait de la lampe attachée au plafond sur l'enfant qui, naïf, venait d'être profond, et la mère riait. « Donne-moi des lunettes, car ces lettres vraiment sont pour moi trop pénettes. Ils vieillissent, nos yeux. » Mais l'enfant s'obstinait. « C'est bien simple, un plomb d'abord. » Puis il prenait la grosse main du père et la forçait à suivre pour dire après lui les syllabes du livre. Oh, le petit apôtre et le maître charmant. Ce n'était pas toujours ses parents seulement qu'il s'efforçait d'instruire en sa candeur naïve, mais partout s'étendait sa sainte tentative. Écrivant, sans jamais accepter de profit, les lettres que dictaient les mères pour leurs fils, conscrits que l'indigence obligeait au service, traduisant aux voisins pour leur rendre service, devant les bâtiments publics ou les marchés, les placards importants qu'on avait affichés. Aussi, c'était l'ami, le caprice, l'idole, et lorsque chaque été les maîtres de l'école, tant il travaillait bien, lui donnait tous les prix, aucun n'était jaloux,
Aucun n'était surpris. C'était l'enfant de tous c'était la fête. On pavoisait avec une entente parfaite. Par la foule, en triomphe, il était ramené. Le soir, tout le faubourg était illuminé. Et, n'ayant que 10 ans, le petit Pierre, en somme, était dans le quartier déjà presque un grand homme. Mais, hélas, le bonheur est plein de trahison. Il entre, sans s'asseoir jamais dans nos maisons. Le foyer où chantait ce blondin populaire, triste et riant, malgré le modique salaire, ce foyer si joyeux, si tranquille et si beau, allait être bientôt plus morne qu'un tombeau. Le père, le maçon, qui prenait un peu d'âge, l'hiver, fit un faux pas sur son échafaudage et tomba sur le sol. On le crut mort. Pourtant, on vit qu'il respirait encore en l'emportant. Et, comme on s'ouvrait vite à l'espoir qui rassure, on crut qu'il survivrait peut-être à sa blessure. Il souffrit très longtemps, mais guérit à la fin. C'était l'hiver. Le froid venait avec la faim. N'ayant plus son travail pour payer la dépense, la misère arrivait plus vite qu'on ne pense. Le médecin coûtait. Le pain se vendait cher. Et, noir, les pleurs encore le rendaient plus amer. Jadis, on avait fait quelques économies. Plus rien. La mère allait emprunter aux amis l'argent qu'il lui fallait pour payer le loyer. Ne mangeait plus, passait la nuit à travailler, recommandant du linge ou faisant des dentelles près du malade, en proie à des frayeurs mortelles. Mais voyant son mari sourire le matin, avec les yeux plus clairs et plus roses le teint, la femme se trouvait moins souffrante et moins lasse, en embrassant l'enfant qui partait pour la classe. Quant au maçon, c'était presque un homme nouveau. Le coup avait lésé sans doute le cerveau, car depuis ce moment il était irritable. Ne voulait pas manger, se conservait à table. Trouvait la maison sale et son air étouffant. Il n'aimait plus sa femme et son enfant. Son ardeur à l'ouvrage était bien refroidie. Il ne travaillait plus depuis sa maladie. Et, malgré la misère et malgré le besoin, il passait sa journée au cabaret du coin, avec quelques oisifs et quelques mauvais drôles. Ces fainéants parlaient de jouer de grands rôles, pour niveler bientôt les hommes et les monts. Ils maudissaient les rois, criant en plein poumon, parmi le choc brutal de leurs grands pots de bière, qu'on ferait à chacun de son trône une bière. Le maçon, avec eux, criait et s'enivrait. Et le soir, à tâtons, quittant le cabaret, sous le reflet blafard du gaz dans les ténèbres, il cherchait sa maison. De loin, des cris funèbres et de vagues sanglots disaient que c'était là. Il s'arrêtait alors. Il connaissait cela. Sa femme pleurnichait. C'était son habitude. Il lui criait d'ouvrir vite de sa voix rude. Et l'ivrogne rentrait. Et quand l'enfant chétif, qui n'avait pas mangé, venait d'un ton plaintif, lui demandait pourquoi s'en aller de l'aurore. S'il ne les aimait plus, eux qu'il aimait encore. Le maçon se fâchait, lui tirait les cheveux, battait sa femme avec ses larges poings nerveux. Si ça me plaît de les trouver, les camarades, hurlait-il. Pas de pleurs surtout, pas de tirades. Travaillez, moi, musée pour vous, moi, plus souvent que ce faquin d'enfant qui joue au grand savant. Laisse-la son école et qu'il aille à l'usine. C'est compris? Tandis qu'au fond de la cuisine, petit Pierre tremblait d'un frisson glacial.
Le maçon s'endormait d'un sommeil bestial. Et il fallait obéir, aller à la fabrique noire, empestée et lubrique, où l'âme se flétrit aussi bien que le corps, parmi les propos vils et les sombres accords que tient la multitude écœurant la machine. Ah, pauvre petit Pierre, il faudrait qu'il s'échine et travaille au milieu de gamins querelleurs. On veut de lui des fruits dans la saison des fleurs, parce qu'un père est lâche et proche la misère. Jeune plante, on la met dans une chaude serre, mais la tige est trop frêle et fléchira bientôt. On le voyait passer chaque matin plus tôt, qu'il ne partait jadis pour aller à l'école. Il n'avait plus sa grâce et sa gaieté frivole, laissant, sans les guetter, voler les papillons. Maigre, presque honteux, sous de sales haillons, avec une toux sèche et creuse comme un râle, chaque jour plus débile et chaque jour plus pâle, et songeant, les regards fixés sur ses sabots, où s'écorchaient ses pieds dans des bas en lambeaux. Au bon temps de jadis, quand il pouvait apprendre, et que le peuple heureux et fier venait le prendre, pour lui faire un cortège et lui battre des mains, tandis qu'avec ses prix il passait les chemins. Le soir, à l'heure calme où tout se tranquillise, il entrait quelquefois dans une vieille église, aux bleus vitraux desquels le soleil qui s'endort faisait luire et flotter un dernier rayon d'or. Et là, s'agenouillant seul devant une vierge, laissant brûler son cœur à ses pieds comme un cierge, l'enfant lui racontait dans l'ombre ses douleurs. Et lorsque son regard, au travers de ses pleurs, à l'autel avait vu le Christ sur sa croix noire, qui tendait tout en sang ses maigres bras d'ivoire, petit Pierre trouvait son sort moins malheureux, et, plaignant ses parents, priait Jésus pour eux. Mais dès le lendemain, dans l'ardente fournaise, il souffrait de nouveau, suant, mal à son aise, et malgré l'air impur qu'il étouffait toujours, travaillait sans répit 10 heures tous les jours. Il gagnait pour cela cette machine humaine. Horreur! Il ne gagnait que 5 francs par semaine. Et lorsqu'il revenait le soir du samedi, son père lui prenait son salaire, alourdi, lui donnant d'une main que le cynisme, en fièvre, pour payer son courage un verre de genièvre. Petit Pierre mourut. On ne vit pas ainsi. L'enfant dans le soleil doit courir sans souci. C'est un doux rossignol qui dépérit en cage. Comme il faut à l'oiseau la brise et le bocage, il faut à lui, pour vivre et pour s'apprivoiser. Le matin un sourire, le soir un baiser. Le calme du foyer tranquille comme un temple, et l'honneur des parents qui lui servent d'exemple. Mais dès qu'on veut priver l'enfant d'un de ses soins, dès qu'on veut le contraindre ou dès qu'on l'aime moins, dès qu'un de ses bonheurs, qui sont sa nourriture, échappe à sa candide et fragile nature, il s'affaisse, il pâlit, il se meurt, il est mort. On tua petit Pierre et nul n'eut un remords. L'enfant peut dépérir pour celui qui s'enivre. Le droit de le tuer prime son droit de vivre, car c'est le droit du père, un droit auguste et beau, de le mettre à l'usine, ou plutôt au tombeau, sans que la loi soit là pour empêcher ce crime, pour protéger l'enfant dont on fait la victime,
et sans qu'on songe même au fond de nos sénats qu'on doit prendre une part de ces assassinats. En apprenant la mort du pauvre petit Pierre, chacun sentit venir des pleurs à ses paupières. Et quand pour l'enterrer survint le corbillard, devant la maisonnette on vit dans le brouillard les enfants des voisins vêtus de robes blanches qui jetaient des bouquets sur le cercueil de planches. Et le faubourg entier cotisé fit bâtir, avec l'argent de tous, une tombe aux martyrs.